Oui, donc ben, bonjour à tous et à toutes. Bien heureuse d'être avec vous là, cet après-midi. Donc, c'est vraiment un plaisir pour tel jeune de vous parler aujourd'hui ben, du volet éducation à la sexualité. Évidemment, on aurait pu couvrir toutes sortes de sujets là, quand on parle de sexualité, de relations amoureuses avec les adolescents, adolescentes. On a décidé de privilégier l'angle des premières expériences, donc intimes et affectives. Donc, comment mieux répondre aussi aux besoins des ados. Donc, c'est une thématique qui est quand même assez universelle, là, donc que les jeunes vivent des expériences, aient vécu des expériences ou non, qui souhaitent vivre ces expériences ou non, ben, ça les questionne, ça les préoccupe, ça fait partie des normes hein, qui les entourent, des discussions qu'ils vont avoir avec leur père aussi. Donc, je pourrais aussi, là, tout au long de la présentation, être un peu cette traductrice de la parole des jeunes, donc vous rapporter leurs questions, leurs préoccupations, leurs pensées aussi sur ces thématiques-là. Puis vous verrez à quel point là, c'est donc au cœur quand même là, de leur développement aussi. Donc, deux grands objectifs là, pour la présentation d'aujourd'hui. Ben, dans un premier temps, je vais vraiment vous brosser un portrait de ce que vit un ado là, en lien avec la sexualité, les relations affectives et intimes. Donc, basé sur nos contacts quotidiens avec les jeunes, particulièrement là, sur nos statistiques qui sont tirées de la dernière année au sein de nos services. Je vais aussi, j'avais comme quand même le souci que vous repartiez avec un peu d'outils, là, le sentiment d'avoir peut-être un peu plus de confiance aussi en vos habiletés là, à répondre possiblement à des questions ou recevoir des confidences sur ce sujet-là. Donc, on regardera aussi des stratégies aidantes pour accompagner les jeunes là, dans ces thématiques qui sont importantes. C'est des stratégies, vous allez voir, qui sont simples, mais qui sont très porteuses. Puis, je pense qu'on gagne vraiment à mettre en pratique là, comme adulte significatif, ce qui fait partie de votre rôle aussi. Vous avez souvent un impact là, très, très important dans la vie des jeunes. Ils nous le rapportent beaucoup d'ailleurs. Donc, voilà, en espérant que ça vous donne quand même aussi quelques pistes là, de réflexion pour la suite. Je profite quand même de la tribune pour vous parler un peu de qui nous sommes chez Tel Jeune. Donc, ben, Tel Jeune, c'est un environnement de service confidentiel, gratuit, sans jugement, qui accompagne les adolescents du Québec dans leur découverte, leurs premières expériences, leurs questionnements, mais aussi leurs difficultés. Je vais vous présenter là, les différents services aux ados eux-mêmes là, qu'on offre. Mais il y a aussi un accompagnement qui est offert à l'entourage de ces ados-là, donc aux parents, donc avec un service d'aide professionnelle que vous avez peut-être connu à l'époque sous le nom de la ligne parents, qui maintenant s'appelle Tes jeunes parents, donc ça qui simplifie un peu là, sa reconnaissance. Puis on a également des services offerts donc directement au personnel scolaire. La formation que vous suivez aujourd'hui en fait partie. Et je reviens là, dans quelques diapos plus précisément sur notre offre là, détaillée au personnel scolaire. Donc, vous connaissez, j'imagine, Tes Jeune pour son service d'intervention professionnelle. Donc, contrairement à la croyance populaire, on est une équipe donc d'intervenants et intervenantes professionnelles et non de bénévoles. Ce qu'on fait avec les jeunes qui nous contactent, bien, on explore leur situation, on vient évidemment valider émotions, questionnements qui nous rapportent. On les soutient, on les mobilise aussi dans leur recherche de solutions en les ramenant à ce qu'ils connaissent. Puis, on offre de l'information aussi qui est adaptée au développement de ces ados. Je trouvais ça intéressant quand même de vous faire un petit portrait des jeunes qui nous contactent. Ça, c'est tiré de la dernière année, là, donc en 2023. Vous le constatez, là, ben, il y a une majorité de filles qui prennent contact avec nous. C'est pas étranger à ce qu'on observe d'ailleurs dans d'autres services d'aide. Donc, on sait que les hommes et les garçons se butent à des freins à la demande d'aide importants. Donc, c'est un constat aussi qu'on fait chez nous. Cependant, quand on regarde les thématiques comme la sexualité et les relations amoureuses, ben, ce 20 de garçons qui nous contactent grimpe à 29. Donc, on constate vraiment de notre côté que ben, ils nous contactent moins, mais quand ils nous contactent, ça peut être pour parler de sentiments amoureux, de peine d'amour, pour des questions des fois très crues, très techniques, pardon, sur la sexualité, mais c'est quand même des façons là, pour eux de demander de l'aide, puis on pense qu'il faut valoriser aussi ces premiers petits pas-là qu'ils peuvent faire.
On a également un 3% là, de jeunes qui nous contactent, qui s'identifient comme non-binaires, puis environ 1% là, qui sont en questionnement sur leur identité de genre. Au niveau des canaux qui sont utilisés, je ne crois pas vous surprendre en vous disant là, qu'en grande majorité, là, ce sont des services par écrit qu'on offre, là, donc à près de 70%. Donc voilà pour l'intervention professionnelle. Dans les dernières années, on a ajouté aussi plusieurs services à notre offre, notamment des services de paraidance, donc vraiment des services donc d'aide entre jeunes, notamment le Forum TJ, qui est un bon forum anonyme modéré à 100% par notre équipe professionnelle, où les ados peuvent soit simplement lire les questions ou les témoignages d'autres jeunes, ou se créer un compte et ajouter à la discussion, répondre aux autres, publier aussi leurs propres questions ou témoignages. Un petit peu dans cet même esprit-là, on a également le clavardage ado-TJ, donc qui est un clavardage entre jeunes âgés entre 16 et 19 ans. Donc, ça répond vraiment à nos ados qui cherchent à parler de façon un petit peu plus informelle avec quelqu'un qui leur ressemble, hein, qui vit des choses similaires. Donc, c'est un service qui est plus dans le partage de trucs et de conseils, ce qu'on ferait moins, évidemment, dans une posture en intervention. Ça peut être utilisé aussi beaucoup pour briser la solitude, là, parler un peu de tout et de rien, mais voilà, pour un peu comme il le ferait avec un ami, mais sans le sentiment d'inquiéter finalement un ami qui est souvent un frein là, quand même à se confier. Donc, ils viennent retrouver un peu cet esprit de parler avec quelqu'un qui les comprend vraiment, mais en même temps avec une certaine distance, un anonymat là, qui est bien apprécié. Donc, c'est un bon service aussi, des fois pour les garçons, là, on se rend compte que ça vient rejoindre quand même un certain besoin qui est moins répondu avec l'aide professionnelle. Donc, si jamais ça vous dit de référer là, à ce service-là, il est intéressant en ce sens-là. Bien, Tejeune est aussi présent dans les classes du secondaire, donc on offre des ateliers qui sont sous le format de boîte à questions anonyme, donc où on offre vraiment la possibilité aux jeunes de poser anonymement toutes leurs questions sur nos 3 thématiques fortes, donc la sexualité, les relations et la santé mentale. Ça nous donne accès à une banque de questions assez intéressante et importante aussi, desquelles on peut tirer plusieurs constats, là, plusieurs observations sur justement ce qui préoccupe et questionne les ados. D'ailleurs, je vais vous présenter là, tout au long de la conférence des questions là, tirées justement de cette fameuse banque de données qu'on a pu dégager là, au fil des années. Donc voilà. Je vous disais qu'on offre également des choses au personnel scolaire. Je vous fais un petit topo rapide, là, donc une présentation des services de Tejeune pour justement apprendre à mieux connaître plutôt nos services puis pouvoir bien y référer. Une formation en éducation à la sexualité qu'on offre depuis 2018 partout au Québec gratuitement en partenariat justement avec le ministère de l'Éducation. La trousse Tejeune, auquel il y a déjà plus de 600 inscriptions, là, qui contient des outils pédagogiques vulgarisés clés en main, des exemples de questions typiques avec des réponses là, rédigées par notre équipe professionnelle, entre autres. Et bien évidemment, du matériel promotionnel. Il y en a derrière moi. Vous voyez un peu nos belles affiches. Donc, c'est toujours possible, évidemment, d'en commander. On parle de beaucoup de choses chez Tejeune. Hein? On suit les ados dans tout ce qu'ils vivent. Ils vivent de nombreuses choses, mais on se spécialise plus particulièrement sur la santé mentale, la sexualité, les relations et les premières expériences. Et donc, c'est principalement de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Les relations amoureuses et la sexualité, ben, c'est un sujet fort dans nos services depuis 91, depuis notre création. Juste à titre un peu d'information, là, ben, voyez-vous, en 2023, chez la tranche des 12-17 ans qui nous contactent, on parle de plus de 500 publications sur le forum qui concernent ces sujets-là. Une intervention professionnelle sur 4. C'est aussi plus du tiers des échanges entre ados, là, quand je vous disais notre clavardage entre ados. Donc, c'est clairement un sujet qui est important pour les jeunes. Puis je suis bien heureuse là, de pouvoir vous être un petit peu leur traductrice, là, comme je vous disais en intro aujourd'hui.
Donc, quels sont leurs questionnements, leurs préoccupations? Je vous le disais, là, le portrait que je vous présente est vraiment tiré de nos données dans nos services. Je pense que ça offre un portrait intéressant parce que, ben, on offre des services qui sont anonymes, donc qui nous donnent peut-être accès à des choses qu'on aurait, ouais, auxquelles on aurait moins accès là, en face à face peut-être, ou à des questions, des préoccupations qu'ils n'oseraient peut-être pas lever la main en classe là, pour adresser. Vous allez voir qu'il y a des choses nouvelles, mais il y a des choses qui, je pense, ne vous surprendront pas beaucoup. Je pense à ceux et celles d'entre vous peut-être qui parlaient de sexualité, de relations depuis plusieurs années. Je pense à ceux et celles qui ont peut-être enseigné FPS à l'époque. Vous allez voir, il y a des questions qui sont un peu des indémodables. Donc voilà. Justement, donc, on se lance avec un petit portrait des sujets les plus abordés dans nos interventions professionnelles, mais je vous dirais quand on fait vraiment le pont là, avec les questions les plus fréquentes qu'on recueille dans nos animations en classe, on a vraiment un portrait là, très, très similaire. Donc, quand on regarde là, sexualité et relations amoureuses ensemble, ben, c'est notre fameux trio, là, peine d'amour, sentiments amoureux, donc des jeunes qui sont en amour, qui souhaiteraient l'être, mais qui ne sont pas en relation, et la communication dans les relations amoureuses. Ça, je vous dirais, depuis 30 ans, c'est les 3 sujets là, qui reviennent le plus. Là où il y a peut-être eu quand même une augmentation dans les dernières années, c'est tout ce qui concerne les orientations sexuelles, les identités de genre. Je reviendrai un petit peu plus en détail là, dans quelques diapos. Il y a certainement beaucoup de questions sur ces thématiques qui sont importantes, puis en même temps, ça fait vraiment partie du développement psychosexuel aussi et de la quête identitaire de se questionner sur ces aspects-là. Première relation sexuelle et vécu sexuel avec une partenaire, ça aussi, ça reste des préoccupations assez classiques. Comportement, pratique sexuelle, donc ça va être, entre autres, une thématique qui revient beaucoup chez les garçons. Donc, des questions un petit peu plus crues ou un petit peu plus frontales, je dirais, là, donc justement sur des comportements sexuels. Vous allez voir que derrière, des fois, ces approches-là un petit peu plus directes, il y a souvent une question de suis-je normal? Est-ce que c'est correct de faire ça, de ne pas faire ça, d'aimer ça, de ne pas aimer ça? Donc, le psycho-affectif n'est jamais bien loin derrière la question technique, là, et d'où l'intérêt et on y reviendra dans les stratégies là, pour répondre à ce type de questions-là, mais d'où l'intérêt d'aller les creuser un petit peu plus et des fois de faire réfléchir davantage le jeune plutôt que de le porter tout sur nous, là, de répondre à la question qui peut parfois être un peu déstabilisante. Grossesse, avortement, par la suite, là, pas très loin derrière, évidemment, tout ce qui touche la contraception, les infections transmises sexuellement et par le sang, donc les ITSS. L'aspect de dépendance affective et jalousie, j'en reparlerai aussi dans les conflits là, fréquents là, chez les ados. Puis finalement, renseignements légaux concernant la sexualité, ça va être beaucoup des questions sur les âges de consentement, l'âge qui est adéquat là, ou même légal pour être dans une relation amoureuse. Ça va être parfois rapporté aussi chez des jeunes dont les parents désapprouvent le fait qu'ils soient en couple, par exemple, puis ben, qui se questionnent à savoir est-ce que mon parent il a vraiment une autorité là-dessus, par exemple. Donc voilà pour un peu le topo. D'ores et déjà, j'ai envie de souligner une chose importante, c'est que, ben, vous le constatez peut-être, mais les enjeux affectifs et relationnels sont encore très importants chez les ados. Donc, des fois, on a l'impression que parce qu'ils posent peut-être des questions un petit peu plus crues qu'avant ou de façon peut-être un peu plus décomplexée, on peut avoir l'impression qu'ils ont perdu peut-être ouais, cet intérêt là, pour les questions plus affectives, plus relationnelles ou propres aux relations amoureuses. Mais le constat qu'on fait de notre côté, c'est que c'est encore bel et bien des préoccupations là, saillantes à cette période de la vie. Et je vous inviterai aussi à vous sensibiliser au fait que poser des questions, même parfois très techniques,
En fait, tout ce que ça nous indique, c'est qu'on a des jeunes qui sont curieux, des jeunes qui sont à la recherche d'informations justes, fiables, des jeunes qui nous témoignent de leur confiance, hein, en osant poser leurs questions, des jeunes qui ont besoin souvent d'être rassurés aussi, puis de réfléchir, puis de se situer aussi par rapport aux messages, puis aux nombreuses notions qu'ils entendent. Donc, je vous invite à le voir beaucoup plus comme ça, là, que comme un signe qui sont là, des pratiques peut-être plus intenses ou plus extrêmes qu'avant, là, comme on peut parfois l'entendre. J'ajouterais aussi, bon, peut-être un peu plus au plan qualitatif, là, il y a quand même des nouvelles tendances, des tendances un peu plus émergentes dans les dernières années sur la question des relations amoureuses qu'on observe et qu'on veut continuer à suivre chez tes jeunes. Notamment la question des relations à distance, qu'on a vu vraiment poindre là, pendant la pandémie. Donc, est-ce que c'est viable, une relation à distance? Ça fonctionne-tu, cette affaire-là? Comment qu'on peut faire pour mieux vivre aussi quand on est dans ce type de relation-là? Donc, c'est des questions qui peuvent se poser. Les rencontres qui se font en ligne aussi, de plus en plus, là, des questionnements à cet effet-là. Questions sur le polyamour, le couple ouvert, donc se questionnent, ils en entendent beaucoup parler là, dans les dernières années, puis se questionnent un peu sur ce que ça veut dire, ce que ça veut dire sur l'amour, ce que ça veut dire sur eux aussi, sur leur rapport à la jalousie, à la confiance, à l'exclusivité et tout ça. Donc, ils sont beaucoup dans ces questionnements-là, et parfois, ça peut être saisissant, là. Je sais que des fois, il y a des membres du personnel scolaire qui me disent, mon Dieu, voir qu'ils se posent déjà ces questions-là, mais encore une fois, je vous invite à le voir plus comme une curiosité et un désir de se questionner. Et ça, je pense qu'on peut que s'en réjouir et surtout que se réjouir de cette discussion ouverte, là, ce canal d'échange ouvert qu'on a avec eux quand ils osent nous poser leurs questions. Avant d'aller plus loin, justement dans ces thématiques, mais j'avais envie de vous amener un petit peu, dans la tête d'un ado. Puis je vous inviterais aussi à revenir dans votre tête d'ado. Donc la tête, l'ado, pardon, que vous étiez, et je suis certaine que ces questions-là, que vous voyez à l'écran, vous habitaient, aussi. Donc, le fameux qui suis-je, hein, le besoin de se définir, mais aussi de définir des grands concepts pour mieux se comprendre. On le voit énormément, vous allez le sentir aussi dans les questions que je vais vous rapporter. Ben, c'est au cœur hein, de cette période-là de la vie. Donc, ils sont curieux, ils se posent beaucoup de questions. Et bien, avec le qui suis-je vient assez rapidement, généralement, le suis-je normal. Et les premières expériences, ben, ça ne fait pas exception à ce besoin de normalité, de se sentir un peu comme les autres. On le dit, c'est des nouvelles expériences, donc ils ont besoin beaucoup de repères, besoin d'être rassurés énormément. C'est un peu le propre de l'adolescence, hein, de chercher à se situer par rapport à une norme, puis cette norme-là, ben, elle se base sur leur estimation un peu de qu'est-ce qui est fréquent comme pratique ou comme croyance. Une estimation qui n'est pas toujours juste, hein, puis où on gagne des fois à nuancer certaines choses ou ouais, donc à les amener peut-être à être un peu plus critiques aussi par rapport à ce qu'ils entendent, mais qui est influencé beaucoup par la vie des pères aussi, qui sont ben, la référence, on le sait, à l'adolescence. Donc, c'est un peu notre travail en éducation, j'oserais dire, puis ben, clairement en éducation à la sexualité, de les amener à développer cet esprit critique-là face aux normes, face aux attentes sociales, les amener à résister un peu à ces pressions extérieures et surtout les outils à se questionner davantage sur eux-mêmes. Il y a aussi le comment savoir, qu'on sent beaucoup derrière leurs questions. Comment savoir, moi, ce qui me convient? Comment savoir si c'est réellement ça que je vis ou c'est pas plutôt ça? Hein, c'est comme s'il y a un besoin assez viscéral là, de savoir ici maintenant. Et je pense que ça va avec cette quête identitaire. La peur aussi peut-être de se tromper, de faire fausse route. Et en même temps, c'est normal parce que c'est rassurant de savoir, c'est rassurant de se connaître, c'est rassurant de se comprendre. Donc, on le voit beaucoup dans les questionnements sur l'orientation sexuelle, par exemple. Et comment savoir si je suis queer? Tu sais, c'est comme vraiment important pour moi maintenant d'être capable de savoir si c'est l'étiquette qui me convient, ce qui en même temps fait tellement de sens avec les besoins là, qu'on leur connaît.
Les comment faire aussi, le besoin de concret, le besoin de pouvoir prédire un peu comment ça va marcher. C'est comme si des fois, ils auraient besoin quasiment d'une marche à suivre, hein, savoir qu'est-ce que j'ai à mettre en place pour éviter d'être la personne qui comprend pas comment ça marche, qui est maladroit, qui se trompe. Il y a aussi bon, une certaine pression de performance là, sous-jacente à tout ça. Euh, mais donc, dans le comment faire aussi, euh, on le sent bien dans leurs besoins. Les pourquoi, un désir de comprendre plus largement, de se comprendre eux-mêmes aussi. Ils vont poser beaucoup de questions comme mais pourquoi moi j'ai de la misère à nommer mes limites, par exemple? Pourquoi moi je me retrouve dans ce genre de relation-là, par exemple? Hein? Donc, ils cherchent beaucoup voilà, à chercher, à trouver la cause, mettre le doigt sur une explication. Puis ben, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver si je parle de cette situation-là? Euh, donc, ils sont souvent dans l'appréhension des conséquences aussi. Puis on le voit que c'est un frein à la demande d'aide, la peur de si je parle de ça, est-ce que ça va se retourner contre moi? Donc, c'est un frein qu'on gagne beaucoup à adresser avec les ados, de rassurer, d'expliquer concrètement ce qu'on peut faire avec une confidence plus lourde, par exemple. Puis on y reviendra un peu plus tard dans la conférence. Mais j'avais le goût juste de vous faire un peu ce topo-là, voir comment, ben, derrière une simple question, il y a un peu toutes ces sous-questions-là aussi qui se cachent. Donc, d'où la pertinence de leur relancer parfois la question, de les écouter, mais d'aller creuser, d'aller un petit peu plus loin que la question ou le besoin initial. Donc, ben, d'abord, je vais débuter en vous parlant un petit peu des premiers sentiments amoureux. C'est pas surprenant hein, que ce soit un sujet qui revienne autant dans les services de tels jeunes. C'est une période où, ben, sous un peu l'effet de la puberté, on connaît l'éveil amoureux. Donc, c'est assez typique là, dans le développement psychosexuel de se questionner sur ces sentiments nouveaux qu'on connaît pour une première fois. Euh, J'amène quand même une nuance parce que même si c'est assez typique là, dans le développement psychosexuel, ben, il y en a aussi des jeunes qui euh, ne connaissent pas encore ces sentiments amoureux-là. J'imagine là, pour les personnes qui enseignent peut-être au premier cycle, vous devez le constater, hein, ce décalage des fois entre des jeunes très, très avancés qui ont déjà des expériences, qui ont plein de questions, puis ceux qui sont tout simplement pas encore rendus là, puis c'est bien correct. Mais ça, c'est des nuances qu'on gagne beaucoup à amener pour éviter de mettre de la pression aussi sur les jeunes qui sont justement peut-être pas encore rendus là. Ça me permet aussi de souligner qu'il y a certains jeunes aussi qui ne vivront que très peu, voire pas du tout, d'attirance romantique au cours de leur vie. Vous entendez peut-être un peu plus parler dernièrement d'aromantisme, là, donc c'est aussi une réalité. Donc on gagne voilà, plutôt que de positionner ça comme étant une expérience unanime, là, d'amener finalement toutes ces nuances-là, puis de ramener que c'est jamais donc une obligation non plus que de vivre ces sentiments-là, que c'est même possible de ne pas en ressentir au cours de sa vie. Donc, plus en détail, vous avez des questions, là, je vous le disais, là, tirées de nos animations en classe, des questions qui reviennent très fréquemment, mais sur les premiers sentiments amoureux, ils sont souvent dans ce besoin d'abord d'identifier leurs sentiments. Comment je fais pour savoir si je suis en amour? Surtout chez les plus jeunes, c'est pas toujours clair la distinction entre j'ai une attirance, je suis dans un rapport d'admiration, j'ai de l'affection ou j'ai des sentiments amoureux. Enfin, départager un peu tout ça. Ils sont en train de le faire, ils sont en train de faire ce tri. Valider les sentiments de l'autre personne aussi, hein, comment je peux savoir si l'autre s'intéresse à moi aussi? Comment je fais pour bien lire les signaux de l'autre personne? Puis, ben, sous-jacent à ça, il y a un peu comment je peux donc éviter de me faire rejeter si je prends mon courage à deux mains, j'avoue mes sentiments, puis finalement, ben, c'est pas réciproque. D'ailleurs, le comment avouer ses sentiments, ça c'est aussi, j'ai envie de dire, un grand classique là, qui revient beaucoup, beaucoup dans nos services. Fait que comment m'y prendre? C'est quoi la meilleure façon pour déclarer mes sentiments à une autre personne? Vivre beaucoup de stress, hein, d'ambivalence aussi à l'idée de le faire parce qu'il y a cette peur du rejet qu'on comprend bien. Donc, ils ont aussi voilà, besoin parfois de ventiler après des situations où ils ont osé avouer leurs sentiments. Ils s'étaient peut-être
peut-être, pardon, pas réciproque, ou parce qu'il souhaitait peut-être amener la relation à un autre niveau, puis l'autre personne, c'était pas son cas en retour. Donc voilà au niveau des sentiments amoureux. Je trouve ça intéressant aussi de vous souligner que c'est un sujet qui est particulièrement abordé chez les garçons. Donc, quand je vous disais là, que c'est une belle porte d'entrée, là, les relations amoureuses et la sexualité pour nos garçons, porte d'entrée à la demande d'aide, ben, c'est un des sujets là, qui vont adresser beaucoup avec nous. Donc, je vous disais, hein, différentes perspectives aussi par rapport aux sentiments amoureux. Ben, j'avais envie de vous rapporter un peu cette donnée-là de la dernière enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire qui nous disait qu'en 5e secondaire, il y avait 30 des élèves qui n'avaient jamais eu de relation amoureuse. Donc, je pense qu'on gagne encore une fois à éviter d'assumer que tous les jeunes souhaitent vivre des relations amoureuses ou parviennent, hein, parce qu'il y a aussi le cas de figure de jeunes qui aimeraient être en relation mais qui n'y arrivent pas pour toutes sortes de raisons. Donc, on gagne à avoir là, voilà, des messages un peu plus nuancés en ce sens-là. Mais donc, parmi nos jeunes qui sont en relation, ben, un des défis, je dirais, qui est au cœur de leur expérience, c'est tout ce qui touche la communication et la gestion des conflits. Ça ne se restreint pas aux relations amoureuses. Je vous dirais que c'est une thématique là, qui revient beaucoup dans l'ensemble des relations des ados. Ça inclut les relations avec les pères, les amis, mais aussi les relations familiales. Ce qui m'amène aussi à dire que ben, quand on fait de l'éducation hein, sur la communication saine, puis quand on les amène à développer des bonnes habiletés de gestion de conflits, ben, on fait de l'éducation à la sexualité. Fait qu'on soit en train de parler d'une situation de conflit entre deux amis ou de comment on peut ouais, adresser une situation qui nous dérange avec ses parents, ben, ça fait toute partie de l'éducation à la sexualité parce que c'est des apprentissages qui vont se répercuter aussi directement dans leur relation intime. C'est super important au plan développemental aussi de faire cette éducation à la communication parce que c'est une étape de leur vie où ils sont en apprentissage, hein. Donc, ils sont en train d'apprendre c'est quoi les bonnes façons d'exprimer mes idées, mes points de vue, mes besoins, mettre mes limites. Toutes des choses qui sont difficiles. Là, on leur dit mets tes limites, mais c'est quoi mes limites quand je suis ado, quand je suis encore en train d'apprendre à me connaître. Donc, encore faut-il que je connaisse ces limites-là avant d'être capable de les mettre avec quelqu'un d'autre, hein. Ils sont tout le temps en train d'apprendre à recevoir ses besoins, ses limites, ses idées des autres. D'identifier ce qui est acceptable de ce qui de différencier plutôt ce qui est acceptable de ce qui ne l'est pas dans une relation aussi. Ce qui est sain pour moi, ce qui est moins sain pour moi aussi. Et ce qu'on constate, c'est quand on les amène, et c'est pour ça qu'on commence très jeune d'ailleurs, à identifier les ingrédients d'une relation saine, ben, ils sont plus à même plus tard de relever quand ils sont dans des dynamiques qui ne sont pas. Donc, en ayant une connaissance de ce qui est sain, positif, attendu d'une relation, ben, je peux mieux repérer quand je suis dans une façon où je me sens pas en sécurité, où j'ai peur de l'autre personne, j'ai peur de dire des choses qui vont lui choquer cette personne-là, l'amener à avoir des comportements agressifs ou violents envers moi. Donc, ils sont plus à même de repérer ces signaux d'alarme-là. Donc, on a tout intérêt à prendre la porte aussi un peu plus de la communication saine là, pour les outils ensuite à faire face à des situations où il y aurait, par exemple, la violence dans une relation amoureuse, puis j'y reviendrai un peu plus loin. Donc, ce qu'ils cherchent à faire, bien, distinguer justement cette communication saine d'une communication moins saine et nous contactent avec cette intention-là. Donc, moi, je trouve ça quand même rassurant et positif de voir ça. Donc, ils se questionnent sur comment mieux gérer un conflit, comment on peut faire quand on se sent sur le bord d'exploser, là, puis on ne veut pas que ça sorte tout croche avec notre chum, notre blonde. Avez-vous des trucs pour ça? Se questionnent sur leur relation aussi, c'est vivre souvent des conflits. Fait qu'est-ce que ça veut dire que ma relation, peut-être, elle n'est pas saine pour moi ou qu'on serait peut-être mieux de se laisser? Ils cherchent, ben voilà aussi comment nommer des choses difficiles avec leur partenaire, hein. Fait comment je pourrais lui dire que j'aime pas ça quand elle ignore mes textos, par exemple. J'aimerais ça lui dire, mais je sais pas comment, j'ai peur
J'ai peur que ma partenaire me trouve lourd, que ça la dérange, qu'elle finalement soit déçue de moi, qu'elle me rejette, hein. Fait qu'il y a toutes ces préoccupations-là qui les habitent, qui sont des défis pour les adultes aussi. Donc, ramenons-nous dans nos souliers d'ado où, comme je le disais, on est encore en train d'apprendre à se connaître et que tout ça est encore un peu en développement, ben certainement que les défis sont assez importants. J'ai ajouté quelques questions qui touchent la jalousie, l'infidélité. C'est des sources de conflits qui sont assez fréquentes à l'adolescence. Donc, au niveau de la jalousie, ben, ils se questionnent beaucoup, hein, savoir est-ce que c'est un sentiment qui est normal, c'est une bonne chose d'être jaloux, d'être jalouse. Ils ont souvent tendance à le percevoir comme une preuve d'amour. Ça, c'est toute une conception qui est à défaire. Mais qui n'est pas très loin aussi des représentations là, qu'ils ont des relations aussi à l'adolescence. Donc, ils ont besoin souvent de se sentir en confiance, hein, rassurés aussi par leur partenaire, mais ne savent pas nécessairement comment le nommer à l'autre, ou ont peur justement que ça ait l'air trop intense. Donc, c'est comment un peu naviguer, encore une fois, d'être à l'écoute de leurs besoins, puis comment le nommer à l'autre. Elle cherche beaucoup de trucs pour négocier ou mieux composer avec cette jalousie-là. Ils sont également, j'ai envie de dire, dans l'apprentissage de gérer le besoin de solitude et d'espace de l'autre, hein, mais en même temps, dans quelque chose de souvent très fusionnel, vraiment dans l'interdépendance. Là, fait que jouer un peu de cette limite-là, ça fait partie de ces apprentissages là, qui sont importants à faire à l'adolescence. Ils se vont se questionner, voilà, sur l'infidélité aussi, je vous le disais, hein, mais qu'est-ce qui est considéré comme une infidélité? Donc voilà, qu'est-ce qui est acceptable de faire en relation ou pas? Donc ça, c'est des discussions là, qui peuvent être super intéressantes aussi à avoir avec des jeunes. Puis j'ai envie de dire, dans un contexte de groupe aussi, où là, on peut venir faire sortir tous les messages ou les normes aussi là, qui sont un peu sous-jacents à ce type de comportement-là. Qui dit relation amoureuse dit malheureusement aussi rupture et peine d'amour. Donc, c'est la première raison de contact quand on regarde vraiment la thématique de l'amour. Je vous le présentais plus tôt, mais c'est même la 6e thématique quand on regarde l'ensemble des sujets qui sont traités chez tel jeune. Et je vous disais, nos garçons, c'est beaucoup de leur porte d'entrée, mais c'est la 2e raison de contact la plus importante chez les garçons. Donc, c'est un sujet qui est vraiment pas à négliger, hein, parce que c'est un gros défi, une peine d'amour à cet âge-là, à un moment de notre vie où le coffre à outils n'est pas si bien garni que ça, non plus pour faire face à l'adversité. Et voilà, ouais. Donc, même si c'est des relations parfois qui sont courtes, c'est peut-être la 3e peine d'amour dans l'année, là, puis on peut avoir tendance un peu avec notre regard d'adulte de minimiser l'impact que ça peut avoir, mais j'ai envie de vous dire, prenez-les au sérieux dans cette peine-là. C'est pas rare qu'on a des jeunes qui vivent une grande détresse par rapport à une rupture. Donc, c'est vraiment à ne pas négliger. C'est aussi possible de vivre des peines d'amour, des déceptions amoureuses sans avoir été en relation. Ça, c'est un message souvent qui les rassure parce que c'est pas rare quand même là, qu'on observe cette réalité-là aussi à l'adolescence. Donc, je vous ai mis quelques questions, encore une fois, en rafale. En fait, combien de temps ça prend pour se remettre d'une peine d'amour? Est-ce qu'on peut avoir donc une peine d'amour sans avoir été en couple avec quelqu'un? Comment on peut aider un ami aussi en peine d'amour? Ça revient beaucoup chez tes jeunes, là. Comment je peux aider un ami qui vit telle chose? Bon, des fois, on se questionne si c'est vraiment pour aider un ami ou c'est pas plus pour eux, là. Mais il y en a quand même un bon nombre qui veulent réellement être présents pour leur part. Est-ce qu'on devrait rester ami avec son ex, par exemple? Donc, comment aussi savoir si l'autre n'a plus de sentiments pour moi, là? Donc, des fois, à l'amorce, pardon, d'une rupture, là, ils peuvent nous contacter aussi pour savoir comment adresser ça aussi dans leur relation. J'ai effleuré tout à l'heure en parlant de conflits, de communication, la violence dans les relations amoureuses. C'est une réalité hein, qui est vraiment préoccupante, mais qu'il faut reconnaître. Donc, je vous présente ici une statistique qui vient de l'enquête Parcours amoureux des jeunes qui a été faite à l'Université du Québec à Montréal. Donc, qui indiquait que c'était 58% des jeunes qui avaient vécu au moins une forme de violence dans leur relation amoureuse au cours de la dernière année. La violence psychologique était vraiment la forme la plus prévalente.
Qu'est-ce qu'on englobe là-dedans? Ben, le fait de ridiculiser son sa partenaire, tout ce qui est dans les comportements de contrôle, comme suivre, l'activité en ligne, par exemple, de sa partenaire, fouiller dans le téléphone, demander de suivre avec la géolocalisation, pour savoir en tout temps mon partenaire, il est où, il est avec qui. On peut rentrer aussi les situations de outing. Donc je pense, par exemple, à un jeune qui dirait: «Ben, présente-moi à ta famille ou à tes amis comme étant ton chum, sinon je vais dire à toute l'école que tu es gay», par exemple. Donc de forcer le coming out, de sa partenaire, c'est aussi ressorti comme une manifestation, ben, de violence psychologique et c'était quand même assez prévalent dans l'étude, donc c'est préoccupant. Ils ont définitivement besoin encore une fois, de connaître, hein, c'est quoi une relation saine pour être capable de repérer quand ils sont dans quelque chose qui ne l'est pas. Et c'est un apprentissage, je le disais, qui commence jeune, qui commence aussi en prenant appui sur les autres types de relations. D'abord les relations avec les pairs, par exemple, mais c'est vraiment une thématique qui est super importante et l'aborde d'emblée beaucoup. On l'observe dans les dernières années, il se pose beaucoup de questions sur cette thématique-là et on s'en réjouit évidemment parce que ça nous permet de leur donner aussi des outils là, qui sont pertinents pour se questionner sur leurs relations. Je vous donne quelques exemples, mais quoi faire si je vis de la violence, mais que j'aime ma partenaire, hein? Donc, c'est vrai que c'est une posture qui est loin d'être facile. Ils sont souvent, je le disais, mais dans leurs premières expériences, donc ils sont en train d'apprendre aussi c'est quoi mes limites, comment je peux les nommer à une autre personne, mais c'est loin d'être un travail qui est facile. Et comme ils se connaissent encore peu, ou du moins où ils sont en train d'apprendre à se connaître, ben ça peut être long, hein, avant que je mette mon pied à terre puis je dise: «Ben ça suffit» ou «Ça va trop loin». Ils ont aussi une vision de la violence qui est très centrée sur la violence physique, donc ils connaissent pas toujours les manifestations un petit peu plus insidieuses de cette violence-là, donc peut-être qu'on constate pas nécessairement que c'est en train de s'installer. Fait qu'on gagne vraiment à leur donner des exemples près de leur réalité, près de ce qu'ils vivent, hem et pour qu'ils repèrent le plus rapidement possible puis, ben, puissent finalement en parler avec, un adulte de confiance. Comment savoir si je suis dans une relation toxique? Ça fait partie des questions là, qu'on reçoit le plus dans nos animations en classe. Mes amis me disent que, ben, ils s'inquiètent pour moi par rapport à ma relation, trouvent que mon partenaire fait des choses qu'il ne devrait pas, je ne sais pas quoi en penser, hein. Fait que des situations où il y a beaucoup d'ambivalence, et je dirais c'est des échanges où avec les jeunes, des fois, on a l'impression qu'on n'a pas avancé. Puis je mets des guillemets ici, là, mais c'est souvent ce qu'on me rapporte là, sur le terrain, c'est de dire, ben, j'avais l'impression qu'on avait une super de belle discussion, qu'il y a eu des déclics qui se sont faits dans la tête de l'élève, puis finalement, ben, il repart, puis il retourne avec son partenaire qui est problématique. Puis je ramène toujours l'idée que, mais n'oubliez pas, vous avez quand même amené, ébranlé peut-être, ou amené un doute quand même dans la tête de ce jeune-là. Vous l'avez amené à se questionner aussi. Vous avez pris le temps de l'accueillir, de l'entendre, de valoriser sa demande d'aide aussi, puis tout ça, c'est jamais perdu. Donc c'est un travail souvent de longue haleine, puis qui peut donner l'impression que ça a peu d'impact ce qu'on fait, mais au contraire, ça a une importance immense quand vous prenez le temps d'écouter puis d'accueillir un jeune qui vous confie là, vivre possiblement une relation, de violence ou une relation toxique. Après, ben, on gagne aussi à référer ces jeunes-là vers des services, des ressources plus spécialisées. Tel jeune peut en faire partie. Ça peut être les ressources, évidemment aussi du milieu scolaire. Mais ça a toujours un impact, toujours, ces discussions-là. Donc je trouvais important quand même de le souligner. La différence entre une relation saine et une relation toxique, quand ça revient un peu cette idée de départager, de connaître un peu plus les signaux aussi, heu, et de savoir comment y faire face finalement. Donc, je vous ai parlé beaucoup de ce qui se passe au niveau peut-être plus des relations amoureuses. Je voulais aussi vous faire un peu un topo des questions les plus fréquentes qu'on reçoit dans notre atelier, qui s'appelle «Sans réponse, sans tabou, sexualité». Donc où je vous le disais, hein, c'est un concept boîte à questions, donc on recueille de façon anonyme les questions des jeunes secondaires. C'est un top 9, c'est un peu un drôle de chiffre là, mais un top 9 des questions les plus fréquentes, pour l'année scolaire 2022-2023.
Juste pour vous donner un indicateur, on a reçu près de 4000 questions, 3950 pour être plus précise, questions. Donc, l'année dernière, et c'est un peu les questions qui reviennent le plus souvent. Je vous les lis. Donc, quelle est la longueur normale du pénis? Là, peut-être que ça fait sourire certains, certaines, parce que je suis certaine que c'est une question que vous avez souvent entendue dans votre carrière. Donc, j'ai envie de dire, c'est un grand classique quand même en éducation à la sexualité. C'est quoi être queer? Donc ça, ou c'est quoi queer? Donc, il revient, on le constate là, beaucoup plus souvent et d'ailleurs, cette année, euh, ça sera certainement la question la plus posée en classe. C'est quoi la bispiritualité? Est-ce que ça fait mal la première fois? Quel est l'âge normal pour vivre sa première fois? Est-ce que la taille du pénis compte? Comment connaître son orientation sexuelle? C'est quoi la pansexualité et quelle est la fréquence normale ou moyenne de masturbation? Donc, c'est vraiment en lien avec les préoccupations, j'ai envie de dire, assez typiques là, qui sont liées aux premières expériences. Donc, on a toute la question du rapport au corps, la comparaison, la performance, l'image corporelle. Bon, avec nos questions, là, nos deux, la question 1 et 6 là, qui renvoient un peu à la même idée. Tout ce qui touche l'orientation sexuelle, donc en lien avec l'éveil amoureux sexuel, c'est assez typique dans le développement de se questionner sur ses attirances amoureuses, sexuelles. Donc c'est pas surprenant que ça fasse partie des questions fréquentes. Là, on voit quand même plus de questions sur les étiquettes. J'y reviendrai un peu plus loin, mais c'est en même temps plutôt normal. C'est le reflet aussi de ce qu'ils entendent plus autour d'eux. Et je pense qu'il faut se réjouir qu'ils se questionnent justement, qu'ils cherchent des informations justes. Parce qu'ils peuvent entendre aussi toutes sortes de choses. Puis des fois, de mieux connaître, ça permet donc de se poser des bonnes questions et de mieux se connaître. Question sur les premières expériences, bon, la fameuse première fois, là, j'y reviendrai aussi. Puis sur la masturbation, qui est le comportement auto-érotique, pardon, le plus pratiqué chez les jeunes. Donc, pas surprenant non plus là, que ça fasse partie de leur question. Bon, l'idée de normalité, de moyenne, de qu'est-ce qui est attendu. Je vous le disais, c'est beaucoup une préoccupation de est-ce que je suis dans la norme ou pas. C'est assez, encore une fois, typique de nos ados qu'on connaît. Et c'est surtout, je pense, des sujets avec lesquels vous êtes peut-être plus à l'aise, de déconstruire l'idée d'une norme, d'une normalité ou de les amener à être un petit peu plus critiques par rapport à ce qu'ils entendent. Donc, derrière ces questions-là qui peuvent être un peu intimidantes, je vous invite à voir qu'est-ce qui se cache derrière et qui parfois l'est un peu moins. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière un grand besoin de réassurance, un besoin de, je le disais, se situer par rapport au père, par rapport à une norme, à ce qui est attendu, un grand besoin d'être pris au sérieux aussi, d'être entendu, d'avoir des espaces pour s'exprimer, je pense, puis poser leurs questions, c'est déjà en soi très, très riche pour eux quand on leur donne cet espace-là. Ils ont besoin aussi d'informations justes, transmises par des adultes de confiance. Vous en faites partie. On le fait aussi au quotidien avec eux. Mais donc, encore une fois, réjouissons-nous de leur démarche, d'aller encore vers des adultes pour se confier. Des fois, on a l'impression qu'avec toute l'information auxquels ils ont accès en ligne et tout ça, on perd peut-être de notre importance comme adulte de confiance. Au contraire. Au contraire, parce qu'une définition, oui, ça me donne de l'information, mais ils ont encore ce besoin donc d'être assurés, d'être écoutés, d'être entendus. Et ça, oui, il y a du contenu en ligne certainement qui y répond, mais il y a encore aussi cette recherche-là de parler avec quelqu'un qui m'inspire confiance. Puis, donc, voilà, je pense que ça souligne aussi l'importance de votre travail. J'ai envie de dire aussi, derrière ces questions-là qui peuvent peut-être des fois être prises pour du niaisage ou pour un désir de déstabiliser ou un signe d'immaturité aussi. C'est des fois des choses là, qu'on peut assumer. Moi, j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas à répondre à la question avec le plus grand sérieux. Vous serez peut-être surpris là, de constater à quel point ça cache des besoins réels, des fois aussi, ces questions-là.
Donc, on a parlé un peu justement des premières fois, puis je vous montrerai la multitude de questions que ça peut cacher, cette fameuse première fois-là, mais j'avais envie qu'on rectifie une fausse croyance assez tenace, un mythe assez tenace qu'on a, de croire que les jeunes sont sexuellement plus actifs qu'avant. Dans les faits, ce qu'on constate, c'est qu'au Canada, l'âge médian de la première relation sexuelle, donc une relation sexuelle qui peut être orale, anale ou vaginale, ben, il est à 17 ans. Ça veut dire si on se met une classe de 5e secondaire, là, c'est à peu près la moitié des élèves qui auraient déjà eu une première relation sexuelle. Puis ce qui est le plus intéressant, c'est de voir que cette proportion-là, elle n'a pratiquement pas changé depuis les années 80, hein. Donc depuis les 40 dernières années, c'est assez stable au niveau des chiffres. Donc, voilà, on a parfois l'impression qu'ils ont une sexualité beaucoup plus précoce ou débridée qu'avant. Dans les faits, ce qu'on constate, c'est que non, et que les comportements sexuels qu'ils adoptent aussi suivent vraiment le développement psychosexuel. Donc, de pratiques un peu moins intimes, là, comme échanger des baisers, par exemple, vers des pratiques progressivement là, plus intimes, comme la sexualité plus génitale, par exemple. Puis ça suit vraiment la progression du développement psychosexuel, là. Donc, ça, c'est quand même des mythes assez tenaces qu'on entretient, puis que je trouvais important quand même de nuancer ou de rectifier plutôt. J'ajouterais à ça aussi qu'on sait que les premières expériences sexuelles se vivent encore très majoritairement en contexte de relations amoureuses aussi, donc avec des partenaires connus, des partenaires de confiance, ce qui amène plusieurs enjeux relationnels, là. Mais ça aussi, ça change peut-être un peu parfois de la vision là, qu'on peut avoir des jeunes qui auraient des rapports sexuels là, avec des étrangers, des inconnus, là, sans dire que c'est pas une réalité, puis sans juger non plus cette réalité-là, je vous amène juste la nuance que c'est pas ce que les données les plus récentes nous indiquent. Donc, derrière cette fameuse première fois, parce que c'est beaucoup comme ça qu'ils la conceptualisent, hein, c'est la première fois, la première relation sexuelle. Évidemment, ça réfère généralement à la première relation sexuelle pénétrative, phagero-vaginale, ce qui est une définition très restrictive là, de la sexualité qui est bien plus complexe que ça, qui est une définition pas très inclusive non plus là, pour les jeunes de la diversité sexuelle. Donc, qu'est-ce que ça représente une première fois pour une jeune adolescente lesbienne, par exemple? Donc, il y a souvent toute une confusion hein, dans est-ce que c'était réellement ça ma première fois? Qu'est-ce qui compte comme une première fois? D'ailleurs, je l'ai mis comme une des questions fréquentes, mais effectivement, ça peut laisser beaucoup de confusion, là, entre autres pour les jeunes de la diversité sexuelle. C'est pour ça que j'étais jeune, on aime bien parler des premières fois au sens large. Il y a quelque chose de plus inclusif de la diversité des orientations sexuelles et des pratiques aussi, mais quelque chose qui vient rejoindre aussi les jeunes qui sont peut-être pas sexuellement actifs là, au sens des statistiques, là, donc il n'y aurait pas nécessairement eu de comportement pénétratif ou de sexe oral, mais qui ont quand même une sexualité, qui partagent peut-être quand même une intimité avec une partenaire, mais et ça fait quand même partie donc voilà, du large répertoire des comportements que les ados peuvent vivre. Mais donc derrière ces fameuses premières fois, il y a tant de questions. Et on sait que ben, pour la plupart, elles vont se vivre à, en fait, pour une proportion quand même importante des jeunes, elles vont se vivre à l'adolescence. Savoir si je suis prêt ou je suis prête, hein, ou ben moi je suis prêt, je suis prête. Par exemple, ma partenaire ne l'est pas. Comment je fais pour gérer ça? Est-ce que je devrais lui dire? En même temps, je ne veux pas la forcer. Des questions qui peuvent revenir. Ou ben, des jeunes qui disent, ben moi je ne le suis pas, mais mon partenaire l'est. Je me sens mal, je ne sais pas comment mettre mes limites, lui faire savoir que moi, je n'ai pas envie pour l'instant. Beaucoup de questions sur l'âge, hein, fait que c'est quoi l'âge adéquat, correct, acceptable pour avoir une première fois, mais aussi, il se cache quand même derrière ça l'idée que ben, tout le monde l'a sûrement fait, sauf moi. Donc, il y a quand même beaucoup cette idée à déconstruire. Avec qui on fait sa première fois? Avec un ami, c'est une bonne idée. C'est quand même quelque chose qui revient aussi. Tout ce qui est dans la notion des risques, l'appréhension, est-ce que je vais avoir des douleurs? Comment ça va se passer aussi? À quoi je peux m'attendre en termes de durée, en termes de pratique, de position, de comment ça va, de quoi ça va avoir l'air, hein? Fait qu'ils sont beaucoup dans ce besoin de mettre
ouais, de faire du sens un peu avec cette espèce d'inconnu-là qu'on met beaucoup de l'avant, là, et pour lequel il y a énormément de pression aussi. Donc, donc voilà pour ça. Qu'est-ce qui compte? Je vous le disais, comme une relation sexuelle, la peur du jugement aussi. Si ma partenaire a plus d'expérience que moi, est-ce que je vais pas assurer? Est-ce que je vais être un peu maladroit? Je ne saurais pas trop, comment m'y prendre? Parfois aussi, ben, ils vont nous contacter pour nous parler après cette fameuse première fois-là. Donc ça s'est pas passé comme je pensais. Certains, nous rapportent être déçus, par exemple, avoir du regret aussi, ne pas avoir eu de plaisir, se questionnent à savoir si c'est normal, qu'il y ait d'avoir eu des douleurs, de ne pas avoir eu de plaisir et tout ça. Puis bien évidemment, toutes les questions sur, Heu, on ne s'est pas protégé. Est-ce qu'il y a un risque de grossesse, un risque de transmission des TSS? Donc il y a aussi l'aspect santé sexuelle évidemment qui les questionne beaucoup sur ces 1res expériences. Donc j'avais comme envie de vous illustrer un peu toutes les questions là qui peuvent les habiter. Il y en a bien plus que ça évidemment, mais vient avec cette fameuse expérience de la première fois, bien, des questionnements et voilà, des inquiétudes aussi. Hem, je peux pas parler, non plus de relations sexuelles sans vous parler, ben, de notions de consentement et de violence sexuelle. C'est une thématique essentielle, évidemment, en éducation à la sexualité, un peu comme avec les relations toxiques, hein, ou les violences dans les relations amoureuses, ben, parler d'une sexualité saine, positive, épanouie, ben, ça nous permet finalement de reconnaître quand on est peut-être dans une sexualité qui ne l'est pas. Donc ça fait partie d'une démarche de prévention des violences sexuelles. Et très tristement, ben, les statistiques nous confirment que c'est une réalité dans le parcours de bien des adolescentes et bien des adolescents. Donc, vous le voyez un peu dans leurs questions, ils vont beaucoup dans les zones grises aussi, hein. Fait qu'est-ce que le consentement, il est valide si on a consommé? Qu'est-ce qu'on peut faire quand l'autre nous dit qu'elle n'est pas consentante? Si j'ai dit non, l'autre a continué, est-ce que c'est une agression? Donc, ils sont beaucoup dans ces questionnements-là aussi, suite à des expériences difficiles, parce que tout ça est encore en apprentissage, c'est leurs premières expériences. Et ils veulent, voilà, ils se questionnent sur ce qu'ils ont vécu, ils veulent, bien comprendre aussi. Donc voilà pour ça, c'est des questions super importantes aussi, à adresser. J'ai inclus également là, les menaces de partage de photos intimes, qui est une réalité aussi, donc le repartage de sextos là, donc voilà pour ça. Je vais terminer en vous parlant, de la question de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre qui est évidemment au cœur des questionnements identitaires à l'adolescence. Je vous le disais, hein, dans le développement psychosexuel, c'est tout à fait normal, attendu de se questionner sur ses attirances. Et même si ça ne se reflète pas toujours dans les comportements qui sont, les comportements des jeunes, donc on peut se questionner sans jamais avoir de pratique là, finalement en lien avec nos questionnements. Directement, ça fait écho directement au fameux «Qui suis-je?» dont on parlait un petit peu plus tôt. Il y a un grand besoin de connaître les étiquettes pour mieux comprendre, mais mieux se comprendre aussi. Je précise le mieux comprendre parce que des fois, ben, c'est comprendre la réalité d'un ami, c'est comprendre la réalité d'un membre de ma famille, donc d'un frère, d'une sœur aussi. Heu, vont me parler de leur expérience du coming out. Est-ce qu'il faut que je fasse mon coming out ou pas? Je suis obligée de faire ça. Comment je le fais? Est-ce que c'est sécuritaire pour moi de le faire aussi? Est-ce que des personnes avec qui ce serait préférable, de débuter, par exemple? Ou y a-t-il des espaces qui sont un peu plus sécuritaires pour moi pour d'abord le faire, voir comment ça me fait sentir, puis ben, après peut-être j'essaierai d'en parler à mes parents, par exemple, si, on a des jeunes plus réticents à le faire. Et ils vont aussi nous contacter pour nous parler de malheureusement des discriminations, des violences quotidiennes qu'ils vivent, hem, en lien donc avec leur orientation ou leur identité de genre. C'est une réalité encore une fois, et je pense qu'on a un rôle, essentiel comme adulte de confiance de reconnaître ces violences-là, de les adresser, d'intervenir aussi pour les freiner. Hem
Malheureusement, les jeunes des communautés LGBTQ+, vont dire que trop souvent, il y a eu des adultes qui étaient un peu complices des violences, des discriminations qu'ils vivaient. Donc, on gagne vraiment voilà, à les repérer, à les croire donc voilà, à adresser, à intervenir lorsque ces violences surviennent. Ça serait ce qui ferait le tour un peu pour le portrait là, vraiment que je voulais vous brosser, donc des questionnements, des préoccupations des ados qui reviennent beaucoup dans nos services. Je serais maintenant à la portion un peu outils, là, donc stratégie d'intervention concrète pour répondre à ces besoins. On se lance pour donc voilà, cette deuxième partie sur comment finalement on répond à ces multiples questions que je vous ai présentées en première partie. Donc, c'est sûr que comme enseignant, enseignante, vous êtes amené à recevoir, j'imagine, toutes sortes de questions, de confidences. Je dis j'imagine, puis en même temps, mon travail sur le terrain dans les 5 dernières années me l'a démontré. Là, vous êtes quand même dans ce rôle de première ligne, vous êtes des adultes de confiance aussi vers lesquels les élèves vont souvent se tourner. Donc, j'avais envie aussi d'ajouter une portion quand même plus concrète, plus appliquée à cette conférence aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est vraiment de lancer quelques outils pour vous amener à peut-être développer un petit peu plus cette aisance-là. J'ai fait avec notre formation d'éducation à la sexualité, voilà, que je donne depuis 5 ans, là, je fais un peu 2 constats. Le premier, c'est que ça peut rester simple de faire de l'éducation à la sexualité. On a tous et toutes un rôle à jouer hein, dans ce grand mandat de société. Puis, autant qu'on a des professionnels qui sont formés, oui, pour répondre à leurs questions, pour vraiment être capable de faire le tour complet là, d'une préoccupation d'un ou d'une jeune, on a aussi un rôle comme adulte de confiance dans l'accueil qu'on leur donne, dans ce travail aussi d'être la courroie de transmission pour les référer, les rediriger vers les bonnes ressources. C'est un rôle qui n'est pas moins important, j'ai envie de dire au contraire. C'est un rôle de proximité qui fait toute la différence en fait. Donc ça, c'est le premier constat que je fais. Le deuxième constat, c'est que souvent, donc quand je présente ces fameuses stratégies d'intervention qui suivront dans les prochaines diapos, souvent les gens me disent « Ah, ben finalement, c'est un peu ce que je faisais déjà. » Donc je pense ça va un peu avec c'est un peu la suite de l'idée que ça peut rester simple, mais parfois on, on néglige hein, l'impact super important qu'on peut avoir. Donc, vous allez, je l'espère, apprendre et repartir quand même avec des nouveaux outils, mais je pense que ça va confirmer aussi ce que vous faites probablement déjà naturellement. Puis je trouve que les stratégies, du moins qu'on utilise chez tes jeunes, sont assez près aussi de la posture que vous avez aussi, que vous aviez en éthique culture religieuse, puis que vous aurez certainement aussi avec Culture Citoyenneté québécoise, donc une posture où on fait beaucoup réfléchir les jeunes, on les ramène un peu à ce qu'ils connaissent, à ce qu'ils comprennent aussi, puis ça nous permet de se distancer, puis de moins s'impliquer là aussi comme adulte qui reçoit la question ou la confidence. Ça va s'appliquer aussi ces stratégies-là hein, dans la façon de juste passer le contenu. Là. Donc, je vais parler beaucoup de questions, mais évidemment, ça peut être des situations, ça peut être juste voilà, une façon de transmettre des messages clés aussi. Donc, je vous présente ça en 3 étapes. Là, ça fait très procédure, très recette à suivre, mais pas du tout en fait. Là. Donc, il y a plein de contextes où ça ne sera pas pertinent de faire toutes ces stratégies-là. Voyez-le plus comme un ensemble d'idées, là, puis vous allez prendre ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne moins avec vous. Mais la première étape, qui est souvent celle qu'on néglige et qui est, j'oserais dire, la plus importante, c'est l'accueil. Donc, rapidement, puis je pense que c'est une posture naturelle de prof aussi, on aime avoir les réponses aux questions qu'on se fait poser. Très rapidement, on se fait porter la responsabilité de répondre vite. Hein?
Puis, je pense qu'en éducation à la sexualité, il faut comme changer cette perspective-là et plutôt amener le jeune guider le jeune à nous en dire plus sur sa situation pour s'assurer qu'on lui réponde mieux aussi par la suite. Je dis répondre, mais en passant, ça pourrait être aussi de référer de façon plus adéquate le jeune. Mais donc, c'est un travail où on mérite de s'effacer un petit peu puis de laisser plus de place aux jeunes. Ça nous évite d'être dans cette écoute-là, ben, de trop s'avancer, de répondre parfois un petit peu trop spontanément et ces réponses-là, là, ce qui monte rapidement en nous, bien souvent, ben, vous le savez, c'est teinté de nos limites, de nos biais. Et ça, on en a tous et toutes. Quand on parle de sexualité, je dis toujours à la blague, méfiez-vous des gens qui disent qu'ils n'ont aucun biais sur ce sujet-là. Donc, quand on parle de relations amoureuses, de sexualité, on a forcément là, des idées préconçues, puis bien, quand on tombe trop vite dans nos réponses, on a tendance malheureusement à être influencé par ces biais-là. Les jeunes, bien, vous le savez, ont aussi un grand besoin d'être entendus, hein, puis je vous le disais aussi précédemment, donc des fois, juste de leur donner cet espace-là pour être écoutés, là, pour parler, ventiler davantage sur ce qu'ils vivent, bien, c'est super précieux. Évidemment, quand on est dans cette posture-là d'écoute, ben, ça nous amène parfois à devoir reformuler, s'assurer qu'on comprend bien, qu'on parle le même langage. Et j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas à demander des clarifications ou à aller vers l'élève là, quand il utilise quand il fait référence à des réalités que vous ne connaissez pas ou il utilise des termes que vous ne connaissez pas aussi. Donc, tu me dis que tu es queer. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'être queer? Hein? De ne pas hésiter à relancer le jeune. Des fois, on n'ose pas, on se dit est-ce que j'ai l'air moins crédible ou j'ai l'air de ne pas savoir de quoi je parle. Ça me rend peut-être moins comme une personne justement de confiance par rapport à l'élève. J'ai envie de vous dire au contraire, ça démontre que vous avez de l'humilité, ça démontre que vous avez un désir réel d'entendre, de comprendre le jeune qui est devant vous. Euh, et pour mieux lui répondre finalement. Donc, au contraire, on a tout intérêt à adopter un petit peu cette posture-là. Donc, ça peut être aussi des fois juste de reformuler le besoin du jeune, là, s'assurer qu'on comprend bien. Donc, ce que je comprends dans ce que tu me dis, c'est ça. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que je te suis bien? Donc, oui, donc je disais valider les émotions sans induire. Hein, fait que des fois, euh, par exemple, on aurait un jeune qui nous parle de faire son coming out ou pas. Puis ben, on dit ah mais oui, c'est vrai que c'est vraiment stressant hein, de faire son coming out. Toi, ça peut être terrifiant hein, les deux de le faire. Ben, là, c'est peut-être pas nécessairement ça que le jeune est en train de nous dire non plus. Ça parle peut-être un petit peu plus de nous, de nos expériences, de nos croyances. Hein. Fait que quand je dis on est des humains, finalement, on est complexe, puis on est forcément teinté de la somme de nos expériences passées, puis de nos valeurs, puis de nos croyances. Ben, ça, c'est un bon exemple. Donc, des fois, de se coller un petit peu plus aussi à ce que le jeune nous rapporte. Peut-être que ce jeune-là vit très bien le fait d'avoir à faire un coming out à ses parents. C'est un exemple fictif que je donne, mais on peut avoir tendance voilà, à transposer peut-être un peu des fois sur les ados, donc de rester collé vraiment avec ce qui nous donne là, comme matériel. Peut-être la portion la plus importante dans cette étape-là, qui est l'accueil, c'est de normaliser le questionnement. Donc, tu n'es pas le seul, la seule qui se pose la question. C'est tout à fait normal de se questionner à l'adolescence sur la première relation amoureuse, sur les premières relations sexuelles, par exemple. En contexte de groupe, j'aime bien le Ah, ça, c'est une question qui revient à chaque année, puis hop, 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 on répond. Je trouve que tout de suite, ça normalise, ça enlève une espèce de stress aussi hein, que peuvent avoir les jeunes à oser poser une question. Et j'ai envie de dire, vous pouvez aussi l'utiliser là, si ce n'est pas nécessairement une question qui revient à chaque année. Donc, des fois, je trouve que c'est une belle façon, surtout quand on a justement des questions qui font peut-être un peu défocuser le groupe ou qui sont gênantes ou qui mettent un peu un jeune, là, un élève sur la sellette, ben, ça peut être intéressant là, de désamorcer un peu comme ça, donc de banaliser finalement la question, puis ben, on passe à un prochain appel. Ou de ramener finalement qu'il n'y a aucune question, hein, toutes les questions sont bonnes, que tout le monde peut se sentir à l'aise d'en poser. Donc, j'imagine, des techniques de toute façon que vous utilisez déjà dans l'enseignement, là, mais c'est vraiment la même chose qu'on peut appliquer quand on parle de sexualité puis de relations amoureuses.
Des fois aussi, ça peut être de normaliser le fait de poser des questions, de se questionner, de rechercher des informations. Donc, même si vous avez parfois des questions qui sont un peu plus champ gauche, ou c'est peut-être plus difficile de les valider, ben, de quand même encourager là, le fait que le jeune se tourne vers quelqu'un pour avoir des informations. On peut déjà quand même partir de ce point-là. Va aussi avec cette étape-là de l'accueil, ben, la recherche de la préoccupation ou du besoin réel derrière la question. Donc, j'ai envie de dire, les ados, ils sont très doués pour nous poser des questions larges, très générales, plutôt que d'adresser directement ce qu'ils ont besoin ou envie de savoir. Euh, je donne toujours le même exemple pour illustrer ça. Donc, disons qu'on a un jeune qui se demande à quel âge en moyenne on fait sa première fois. Donc, on vit sa première relation sexuelle. Écoutez, avec cette question toute simple, qui fait partie des questions qu'on reçoit le plus souvent, il peut y avoir tellement de contextes différents qui amènent un jeune à se poser cette question-là. Donc, on peut s'imaginer qu'on a un jeune qui n'a pas encore eu d'expérience, qui se demande s'il n'est pas en retard, par exemple, sur les autres. Peut-être que son meilleur ami lui a dit que ça s'est fait en fin de semaine, puis là, il a l'impression que toute l'école le fait sauf lui, puis qu'il est donc bien en retard, puis pas normal de ne pas avoir vécu ses premières expériences. On pourrait avoir un jeune qui est prêt, mais qui ne sait pas comment parler à son amoureux, par exemple, ou à l'inverse, son amoureux est prêt, lui non, il se demande comment lui dire. On pourrait avoir une jeune qui a déjà eu une première expérience, mais dont les parents sont en désaccord. Donc, refuse, par exemple, qu'elle ait de la sexualité, puis qui a peur que ses parents le découvrent, ne sait pas comment s'en cacher et tout ça. On pourrait avoir une jeune qui a eu sa première expérience, mais que ça ne s'est pas passé comme elle le souhaitait, qui maintenant se questionne, se demande si elle était réellement prête à faire cette première fois-là. On pourrait avoir une jeune qui a eu aussi sa première expérience, que c'est la première de son groupe d'amis, puis que maintenant, ben, elle se fait un petit peu jugée là, finalement par ses amis qui trouvent que c'était trop vite, par exemple. Donc, c'est juste un exemple pour vous montrer à quel point il peut y avoir toutes sortes de contextes qui amènent un jeune à se questionner sur ça. Et donc, à quel point on passerait à côté du besoin réel si on faisait que répondre à la question. L'âge normal, là, donc si on donne une réponse bien plate, comme de dire ma statistique de tantôt, là, fait que l'âge médian de la première relation sexuelle, c'est 17 ans au Canada. Ouais, ben, on vient vraiment de passer à côté de ce que le besoin réel, finalement, de l'élève, qui était probablement d'être rassuré, de savoir comment communiquer, finalement, avec sa partenaire ou ses parents, qui peut être oui, c'est ça, donc d'éviter d'être trop dans la comparaison aussi avec les amis, de peut-être rectifier certaines fausses croyances sur les premières fois. Donc, voilà. Donc, je trouve que c'est un bon exemple qui montre à quel point on gagne à aller un petit peu plus à la pêche, à creuser davantage, aller plus loin que la question ou la situation qui est amenée par le jeune pour vraiment identifier le besoin réel finalement. Dans un contexte de groupe, je pense que ça s'applique très bien aussi. Si, par exemple, vous avez une boîte à questions, donc anonyme, ben, c'est tout à fait possible de reprendre la question puis de la relancer au groupe, de dire, ben, qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'à 15 ans, on peut se poser cette question-là? Donc, on recrée un peu cette même idée-là, on fait parler le groupe, ça nous permet de mettre aussi en dialogue des fois différentes expériences, différents points de vue. Et ça fait en sorte que finalement l'éducation se fait par le groupe aussi. Puis ça, ben, vous le savez, c'est super riche quand le jeune arrive un petit peu à ses propres conclusions, puis donc finalement à clarifier un petit peu ce qu'il souhaite faire par rapport à une situation par lui-même. Puis on recrée un petit peu cette idée-là avec le groupe. Évidemment, je vous invite à euh, ramener les questions de façon plus large, là, quand c'est des questions plus spécifiques ou personnelles, pour anonymiser le tout et que ça parle au plus grand nombre dans votre groupe. Mais c'est tout à fait une technique qu'on peut réutiliser. Je pense que ça nous enlève aussi la pression euh, comme, euh, comme enseignant ou comme éducateur d'avoir à répondre à tout. Finalement, on se rend compte que le besoin il est beaucoup plus euh, euh, ça nous permet finalement de raffiner un petit peu la préoccupation, le besoin du jeune, euh, puis de s'éviter de répondre, là, puis de s'étendre très largement. Puis ça peut être assez intimidant, là, une question large comme ça. On ne sait pas trop par où le prendre, par où débuter.
on se rend compte souvent là, que le besoin est beaucoup plus circonscrit finalement que la demande initiale. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Là, ça, c'est une technique qui peut être super intéressante. Je vous ai mis quelques exemples de questions. Moi, ma question préférée, là, j'utilise vraiment toutes les sauces, mais c'est qu'est-ce qui t'amène à poser cette question-là aujourd'hui? Ça, je trouve que ça nous ouvre vraiment sur le contexte, sur le déclencheur aussi, ça nous donne un accès aussi à ce qui se passe dans la tête du jeune. Donc, moi, c'est vraiment mon go-to, là, si vous me passez l'anglicisme. Pourquoi on peut se questionner sur ça? Je le disais, là, en contexte de groupe, ça peut être intéressant. Qu'est-ce qui peut se cacher donc derrière cette question? Dernière technique, je pense super importante dans l'étape de l'accueil, c'est le fait de valoriser, hein, le fait que le jeune vienne chercher de l'aide ou de l'information. Tu as vraiment bien fait d'en parler. Ça, c'est des situations, effectivement, qui peuvent être stressantes. C'est toujours un bon réflexe d'en parler avec des adultes de confiance, par exemple. De dire que jamais de mauvaises questions, je le disais tantôt, mais donc de valoriser, voilà, ce petit pas-là, qui est une forme de demande d'aide, en fait. Donc, de se questionner, d'aller vers un enseignant, une enseignante, parce qu'on se pose une question sur la sexualité, les relations amoureuses, ben oui, pour nous, en tout cas, c'est vraiment une forme claire de demande d'aide. Puis, ben, il y a un apprentissage qui se fait à travers ça aussi par l'élève qui dit, ben, même des fois, si on n'a pas les réponses à mes questions, ben, on prend le temps de m'accueillir, de m'écouter, de me croire, de me prendre au sérieux, on ne me juge pas. Puis on me redirige vers les bonnes ressources, vers les bons moyens d'avoir les informations que j'ai besoin. Fait que ça, il y a vraiment un apprentissage qui se fait chez le jeune, qui fait que, ben, après, peut-être que s'ils vivent des situations vraiment plus difficiles, vraiment plus stigmatisantes, ben, ils ont quand même eu l'expérience, des expériences positives là, sur lesquelles construire pour ensuite se tourner vers des adultes. Donc, vraiment, c'est à ne pas négliger. Puis j'ai envie de dire, ben, quand vous avez pris le temps d'accueillir, même si vous n'avez pas la réponse à la question du jeune, puis que vous référez, mais vous avez quand même fait de l'éducation à la sexualité parce que vous avez rassuré, vous avez pris le temps d'entendre et tout ça. Donc voilà, vous êtes finalement une courroie de transmission aussi hyper précieuse là, en ce sens-là. Donc, je trouvais ça important de le préciser. On pense trop souvent que faire de l'éducation à la sexualité, c'est de donner des informations, puis ça fait évidemment partie du processus, mais on en fait même quand on a cette étape-là de l'accueil. C'est vraiment important. Au moment de répondre maintenant, ben, il y a toujours cette étape importante d'évaluer hein, la question de l'élève, fait que voir est-ce que je suis en mesure, est-ce que je suis confortable aussi de répondre à cette question-là, et sinon, ben, de quelle façon je peux référer le jeune qui aurait peut-être besoin d'une intervention plus spécialisée. Je le répète, vous aurez quand même fait un excellent travail si vous avez pris le temps d'accueillir en amont. Au moment de répondre, j'ai envie de vous dire, freinez-vous un petit peu avant de vous lancer dans votre explication. Relancez la question à l'élève ou au groupe pour évaluer un peu ce qu'ils connaissent. Vous allez vous rendre compte qu'ils en connaissent souvent bien plus que ce qu'ils laissent paraître. Donc, encore une fois, ça vous évite de répondre trop vite. C'est porteur parce que, ben, finalement, le jeune réalise qu'il a une meilleure compréhension de l'enjeu qu'il vit ou vous l'accompagnez hein, dans cette réflexion-là plutôt que de lui donner de l'information qui, d'ailleurs, peut-être ne répond même pas tant que ça à son besoin. Vous l'aidez aussi à articuler une pensée plus critique, vous l'amenez à le faire réfléchir sur lui-même, sur ce qui l'entoure aussi. Ça peut être une belle technique là, pour décentrer la discussion de vous, là, surtout quand les jeunes viennent chercher votre avis ou savoir qu'est-ce que vous feriez à leur place ou vous questionnent sur vos propres expériences. Ben, de relancer la question, ça peut être intéressant un peu pour préserver aussi votre intimité. Encore une fois, je pense qu'en groupe, ça peut très bien s'y prêter. Si on se disait, par exemple, ben, vous parlez des relations saines en classe, puis ben, il y a une question qui vient, mais c'est comment savoir si on est dans une relation toxique. Et ça serait très bien de le relancer au groupe en disant, ben, c'est quoi les signes, vous, que vous connaissez? Ce serait quoi les signes plus inquiétants, plus alarmants? On peut les écrire au tableau, on peut les classer de peut-être jaune préoccupant à rouge vraiment alarmant, il faudrait que j'en parle avec quelqu'un. OK, ben c'est quoi la différence qu'on peut faire avec une relation saine à ce moment-là? Est-ce que c'est des signes qui s'appliquent juste aux relations amoureuses? On pourrait les voir dans d'autres types de relations. Hein? Donc, tu sais, je lance comme ça des idées à chaud, mais pour vraiment faire réfléchir finalement
le groupe, puis d'amener à des prises de conscience. Voilà, donc je vous ai mis quelques exemples de questions. Donc, avant de répondre, ouais, donc, avant de répondre à ta question, j'ai envie de te demander, mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Hein, donc, si je reprends mon exemple de relation toxique, ben, si on avait un jeune qui, après le cours, vient dire, ben, ça m'a fait vraiment réfléchir ce dont on a discuté, puis je me questionne si moi, c'est pas ça un peu que je vis dans ma relation, ben, puis à un moment, te demander qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce qui t'a accroché, particulièrement dans le cours d'aujourd'hui. Hein, quand je disais de les faire parler un peu plus puis de s'effacer, ben, ça fait partie de ça. Qu'est-ce que tu connais, toi, de ce sujet-là? Qu'est-ce qu'on pourrait répondre à un ami qui se pose cette question? Donc, en groupe aussi, des fois, ça permet de dépersonnaliser. Là, ça peut être intéressant. Au moment de répondre aussi, ben, je vous invite à garder en tête qu'on est dans un mandat de première ligne, donc un mandat d'information générale, hein, puis qu'on donne les informations qu'on connaît sur l'enjeu ou la problématique. Donc, ça peut vraiment rester simple aussi. Et c'est pourquoi j'ai voulu l'indiquer clairement, là, mais de se donner le droit de ne pas tout connaître. C'est impossible. Puis même comme sexologue, ça arrive très fréquemment que je dis que je n'ai pas la réponse à la question, j'ai besoin d'aller chercher plus d'infos, puis de faire un retour après avec les personnes. Là. Donc, il faut se donner ce droit-là aussi là, de ne pas tout connaître. C'est un sujet qui est très, très vaste. Donc voilà, c'est un peu un défi parfois en groupe de rester général. En fait, c'est plutôt un défi de ne pas toujours avoir accès aux besoins réels derrière la question du jeune. Donc, je vous disais, c'est pertinent d'aller le creuser, mais en contexte de groupe, on n'a pas cet espace-là pour poser autant de questions aux jeunes qu'on le souhaiterait. Donc, d'où l'intérêt de rester dans des informations plus générales, plus nuancées aussi. Donc, de ne pas hésiter d'aller préciser hein, que la situation, elle peut vraiment varier. En fait, la réalité peut vraiment varier d'une personne à l'autre selon les situations. Utiliser des formulations comme, ben, généralement, on peut dire que certaines personnes font ça, d'autres encore vont faire ça. Donc, en montrant un peu différents cas de figure, ben, c'est normal, c'est validant, en fait, parce qu'on voit qu'il y a une diversité aussi dans les expériences. Ça nous permet d'accueillir aussi plus facilement les divergences d'opinion, s'il y a des nuances aussi qui sont soulevées dans le groupe. Donc, ben, je vous avais préparé aussi un petit exemple là, donc, de ce que ça peut signifier de donner de l'information générale. Je vais reprendre une question fréquente aussi que je vous présentais précédemment, mais si on se fait questionner sur l'âge normal, donc pour vivre une première relation amoureuse, ben, on pourrait répondre quelque chose comme, bien, il n'y a pas vraiment d'âge normal hein, pour vivre une première relation. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui ont vécu des premières expériences, d'autres pas encore. Au secondaire, il y en a aussi qui n'en vivront peut-être jamais, qui n'en auront pas nécessairement envie, puis c'est bien correct aussi. Dans le fond, l'âge, ça nous dit très peu de choses pour savoir si on doit être dans une relation amoureuse ou pas, ou si ça nous le dit. Ce qui est surtout important de considérer, c'est ben, comment qu'on se sent par rapport à la personne. Si d'abord, c'est un souhait qu'on a d'être en relation, en se rappelant que c'est jamais une obligation. Ben, de considérer ouais, si on se sent prête à ça. On peut se demander c'est quoi l'âge normal pour nous, ça serait quoi? Mais surtout, ouais, voilà, si on est avec quelqu'un on a une personne en tête avec qui on se sent bien, puis on se sent en confiance. Puis à partir de là, on pourrait aussi très bien rediriger les jeunes s'ils ont plus de questions vers des ressources, soit du milieu scolaire, ça peut être les référer vers nous. Comme vous savez maintenant que c'est un sujet assez fréquent dans nos services, mais donc, c'est juste pour vous montrer à quel point ben, ça peut, oui, rester assez général, mais qu'après, de relancer hein, aux jeunes, donc ça a du sens pour toi, qu'est-ce que je te dis, comment toi tu le comprends, toi tu te situes où un peu par rapport à ça. Donc, de parler aussi en question comme ça pour s'assurer que ça résonne avec l'élève devant nous. Offrir des pistes de réflexion brèves, concises, mais ça va un peu avec l'exemple que je vous donnais. En contexte de groupe, ça peut être de dire, ben, ça serait quoi justement les bonnes questions à se poser à votre avis pour savoir si on est prêt à être dans une relation amoureuse ou si on est prêt à faire passer une relation à une prochaine étape. Hein, fait que quand je disais de relancer au groupe, ben,
ça en fait partie. Et de miser absolument sur la nuance, je le disais aussi, montrer un peu l'aperçu des possibilités. Puis c'est ça qui va permettre aux jeunes de se situer davantage, de clarifier ses besoins, ses valeurs, puis bien faire des choix en comprenant voilà, qu'il y a cette pluralité-là de possibilités. Finalement, ben, à l'étape 3 de conclure, donc c'est quelque chose que vous faites naturellement, là, mais de référer l'élève, je le disais, aux besoins vers une ressource spécialisée. Ça peut être d'indiquer sa disponibilité si l'élève a d'autres questions, d'autres besoins. Puis toujours, ben, remercier de la confiance, valider encore une fois la démarche. Et au risque de me répéter, que vous fassiez l'étape 1, l'étape 3, donc l'accueil, et de conclure, ben, ça serait déjà en soi l'éducation à la sexualité. Même si vous n'aviez peut-être pas de réponse très concrète là, à donner aux jeunes dès que vous accueillez, vous êtes déjà en train de faire de l'éducation. Je voulais aussi vous parler de l'accueil des confidences lourdes parce que ça reste une réalité qu'on me rapporte quand même beaucoup sur le terrain. Là, donc, vous êtes justement certains, vous faites partie, pardon, des adultes de confiance autour des ados. Donc, ils peuvent effectivement se tourner vers vous des fois pour vous confier des choses plus lourdes. On a parlé, entre autres, de violence dans les relations amoureuses, de violence sexuelle. Donc, peut-être c'est arrivé dans votre carrière que vous avez été amené à recevoir une telle confidence ou peut-être vous serez amené à le faire. Donc, je trouvais ça important aussi qu'on regarde un peu des stratégies aidantes pour accueillir ce type de confidence-là. La première chose que je tiens à dire, c'est qu'on ne devrait jamais rester seul avec une telle information. Donc, on gagne pour nous-mêmes, mais pour le jeune aussi, à se tourner toujours vers les bonnes ressources spécialisées dans notre milieu pour être adéquatement accompagné, puis pour s'assurer de mettre en place les interventions, si nécessaire, qui seront les plus pertinentes et dans l'intérêt du jeune. Je dis toujours aussi qu'accueillir une confidence lourde, c'est parler le moins possible. Donc, c'est vraiment d'être dans l'écoute et d'éviter le plus possible les questions fermées, suggestives, qui viennent finalement contaminer, teinter un peu le témoignage du jeune. Puis on sait que c'est pas une bonne pratique, là, notamment au niveau des violences sexuelles. Ça vient finalement voilà, contaminer le témoignage. Ça nous donne aussi accès à des informations qu'on n'a pas forcément besoin. Donc, vraiment, notre rôle en première ligne, là, comme la première personne qui reçoit une confidence, c'est d'accueillir le jeune dans ce qu'il se sent capable de nous dire dans le moment, noter ces informations-là, puis vous référer soit au protocole qui existe dans vos milieux. Ça peut être de faire un appel consultatif avec la DPJ aussi. S'il y a signalement à faire, notamment, ils pourront vous aider à évaluer la situation, mais on est vraiment juste dans la réception, l'accueil du propos du jeune. Donc, accueil sans juger, rester le plus calme possible, même si c'est souvent plus facile à dire qu'à faire, là, mais quand on est trop dans notre tête, puis en train déjà de penser à où on va devoir, à qui on va devoir en parler, puis comment on va devoir intervenir, puis ce qu'il va falloir faire, là, on est comme trop loin. Ramenez-vous dans le moment présent avec ce qui se passe avec l'élève qui est devant vous. Reconnectez-vous vraiment à ce qu'il est en train de vous dire, puis c'est vraiment ça la priorité en ce moment. Rassurer, donc lui dire qu'elle a pris la bonne décision en vous en parlant. Je vous dirais ça se fait juste dans votre posture. Dès que vous êtes dans l'écoute, vous évitez de poser justement ces questions suggestives ou fermées-là, bien, ça va se ressentir tout de suite auprès du jeune. Sinon, bien, vous pouvez lui nommer aussi verbalement. Fait que, bien, super important que merci de me faire confiance. J'apprécie beaucoup que tu aies eu le courage de me parler de ça aujourd'hui. Prends ton temps, je suis là pour toi. Lui faire comprendre que vous la croyez. Encore une fois, je pense que ça se fait en ne disant rien, en étant juste là, à l'écoute, présent. Laisser donc le jeune parler librement, je le disais, en évitant les questions fermées, suggestives, privilégier vraiment les questions ouvertes. Qu'est-ce que tu peux me raconter? Qu'est-ce que tu peux me dire de cette situation-là? Est-ce qu'il y aurait autre chose que tu aimerais me partager? Quoi encore? Hein? Donc, vraiment avec des questions là, qui n'orientent pas, qui ne teignent pas trop le témoignage. Ce qui est peut-être le plus difficile, ne pas promettre de garder le secret.
Et souvent, ben, les élèves peuvent vous approcher avec cette prémisse-là, donc en vous demandant de leur promettre que ça va rester entre vous et qui vous témoignent vraiment une grande confiance en vous partageant ça. Ne tombez pas dans le piège de promettre que vous allez garder ce secret-là parce que vous ne pourrez pas le garder dans les faits. Donc, si vous avez des raisons valables de croire que la sécurité ou le développement du jeune sont compromis, ben, c'est une responsabilité donc qu'on a comme société de faire un signalement à la protection de la jeunesse. Donc, vraiment jouer la carte de la transparence avec l'élève, en lui expliquant que, ben, oui, ça va me faire plaisir de respecter la confidentialité. Par contre, je dois t'informer que si ces conditions-là sont répondues, ben, moi, je vais avoir besoin d'en parler à des collègues, mais pour mieux t'aider, en fait. J'ai besoin d'en parler parce que ça veut dire que ce que tu vas m'avoir confié va avoir été très important, puis on va avoir besoin je vais avoir besoin d'aide pour t'aider. Donc, moi, c'est une formulation que j'aime bien de le prendre sur moi un peu. Donc, c'est pas le vécu d'élève qui est trop lourd, qui est problématique, c'est vraiment moi, j'ai besoin d'aide pour être là de la bonne façon pour toi. Donc, en tout cas, j'essaie de trouver finalement les mots qui fonctionnent le mieux pour vous, mais moi, j'ai observé là, que c'est une formulation qui pouvait bien fonctionner avec les jeunes. Puis je le disais, mais de ne pas rester seul, se tourner vers vos collègues, vos ressources disponibles aussi. Euh, donc voilà. C'est un petit résumé, mais j'avais envie de vous le mettre quand même textuellement, puis vous l'aurez dans la présentation aussi, mais vous rappelez que vous n'avez pas la responsabilité d'établir la véracité des faits, la chronologie des événements, de connaître tous les détails de la situation. C'est vraiment le travail des intervenants de la protection de la jeunesse ou des policières. Donc, vous avez déjà assez de responsabilités, je pense, dans votre quotidien. Là, vous ne faites pas porter en plus cette charge-là. Vous êtes vraiment dans la posture d'accueil, d'écoute, puis ensuite de rediriger là, vers les bonnes ressources qui vont pouvoir prendre la situation en charge. Donc, pour retenir donc de la présentation d'aujourd'hui, je serais bien enchantée, curieuse aussi de vous entendre sur peut-être les choses qui vous auront les plus marquées. Ben, moi, ce que j'ai surtout envie que vous reteniez, c'est que ben, les ados, oui, se questionnent beaucoup sur ce qu'ils entendent, ils vivent des nouvelles réalités quand même en 2024, mais les besoins relationnels affectifs, ben, ça reste vraiment au cœur de leurs préoccupations. Donc, un ado, aujourd'hui, ça a encore besoin de se comparer aux autres pour mieux se comprendre, mieux se situer, d'explorer pour mieux se définir. Ils ont encore besoin de soutien dans les expériences, leurs premières expériences qui sont parsemées de défis, de questionnements, d'inconnus. Ils ont besoin de modèles, des modèles inspirants, des adultes, encore une fois, de confiance qui peuvent les guider dans cet inconnu-là. Et donc, je pense que vous faites partie de ces adultes-là qui jouent un rôle clé vraiment dans leur trajectoire en les faisant sentir entendus, crus, rassurés, en les informant aussi au mieux de vos capacités. Donc, voilà. Avec quoi j'espère que vous repartez de cette conférence. Et je terminerai en disant que, ben, T'es jeune est là aussi pour le personnel scolaire. C'est pour ça qu'on développe aussi dans les dernières années des outils clés en main, des conférences, des formations. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. Si des fois, ça peut vous piquer, vous aider à vous sentir un petit peu plus près aussi de ce qu'ils vivent. Je pense que des fois, ça peut venir confirmer aussi des observations que vous faites là, dans vos milieux. Donc, voilà. Et merci beaucoup.